Tu écoutes le podcast Élever la physio avec François Grégoire. Suis-moi alors que j'explore et discute de tout ce qui concerne le marché de la physio et de la santé physique sous un autre angle, au-delà de la pratique. On va parler de l'état de la profession dans le marché de la santé physique en abordant plusieurs sujets, allant de la gestion à la psychologie en passant par les aspects sociaux entourant ou impactant la physiothérapie au Québec et ailleurs. Discutons et analysons notre marché, apprenons et trouvons des solutions pour qu'ensemble, on puisse élever la physio. Bienvenue à Élever la physio, c'est le premier épisode. Je vais me parler tout seul à l'occasion. Je ne sais pas à quel point je vais être confortable à faire ça. Si jamais tu m'écoutes puis ça te tente qu'on discute ensemble, je trouve toujours ça plus facile de discuter de divers sujets avec quelqu'un plutôt qu'avec moi-même. Je voulais introduire un petit peu le podcast, puis je voulais aussi discuter du premier sujet qu'on va aborder sur le podcast. L'objectif du podcast en général, c'est pas tellement compliqué, c'est de parler de la physio, mais d'un autre angle, d'une autre façon. On est habitué de parler de physio, de la pratique, des techniques de traitement, de la recherche et compagnie. Bon, quoi qu'on va peut-être aborder la recherche, mais pas nécessairement de la façon dont on est habitué de le faire, où on parle de son efficacité, puis de qu'est-ce qu'on a trouvé, puis qu'est-ce qu'on devrait changer dans notre pratique, mais plutôt parler de la physio en général, mais dans des sujets qui sont plus reliés à le marché de la physio, la gestion en physio, la psychologie en physio, qu'est-ce qui entoure notre profession, dans quoi est-ce qu'on habite, dans quoi est-ce qu'on cohabite, hein, parce qu'on n'est pas les seuls. On est dans deux milieux relativement différents à pratiquer, hein, le milieu public de la santé, puis le milieu privé. Donc, c'est deux milieux où les professionnels de la physio pratiquent, évidemment, et parfois de façon similaire, mais dans des conditions qui sont relativement différentes pour toutes sortes de raisons. Il y a du pour, il y a du contre, il y a du bon, il y a du moins bon. Des deux côtés. Les deux côtés, à mon avis, doivent exister pour plusieurs raisons, puis on aura certainement la chance d'en rediscuter peut-être plus longuement. L'objectif en ce moment, là, c'était pas vraiment de rentrer dans les détails de différents sujets, mais plutôt un peu d'exposer c'est quoi mon objectif ici. Je pense qu'il y a des sujets qui méritent d'être discutés en physio, puis on voit ce genre de discussion-là dans d'autres domaines, dans d'autres professions. L'aspect psychologique, l'aspect social, l'aspect entrepreneurial. On voit ça en médecine, on voit ça chez les avocats, on voit ça beaucoup en gestion, en management, en affaires, si on veut. La physio, c'est pas que des affaires. Les affaires font partie de la physio, sous plusieurs angles encore, un peu comme on vient de l'aborder. Mais dans tous les cas, peu importe ce qu'on pratique, peu importe ce qu'on fait, on baigne dans un marché qui est influencé par, entre autres, nous, en fait, on l'espère, puis par des forces extérieures. Donc, quelles sont ces forces-là? Comment est-ce qu'on peut en discuter? Comment est-ce qu'on peut en prendre conscience aussi pour, évidemment, être capable d'avoir un impact sur ces forces extérieures-là? Après ma barre, évidemment, il y a nous-mêmes, hein. On baigne nous-mêmes dans un milieu qui est composé de nous tous. Et nous tous ensemble, on a une personnalité commune, hein. Il y a une personnalité moyenne qui finit par se former à travers qui nous sommes de façon générale en physio. Alors probablement qu'il y a un mélange de la physio nous influence à être d'une façon, mais la physio nous attire parce qu'on était déjà d'une certaine façon. Alors on pourrait aussi rediscuter dans le futur peut-être c'est quoi la personnalité de la profession, puis ça vient d'où et pourquoi. Hein, je pense qu'il y a toute une histoire derrière ça et c'est important de la connaître parce qu'on dit que si on veut pas répéter les erreurs du passé, on doit savoir d'où on vient. Je suis pas certain que c'est très propre à la physio. Je pense pas qu'on met suffisamment d'énergie ou qu'on est suffisamment conscientisé de notre passé et ce qui a un impact évidemment sur qui on est aujourd'hui et définitivement sur notre avenir. Alors, l'objectif du podcast, c'est de parler de physio, mais pas nécessairement parler de la pratique de la physio, mais plutôt de dans quel contexte est-ce qu'on pratique en physiothérapie au Québec, puis peut-être aussi à l'extérieur du Québec. Alors, pourquoi pas? C'est important aussi d'aller voir qu'est-ce qui se fait ailleurs pour savoir si on fait bien, si on fait mieux, puis comment est-ce que nous-mêmes, on peut s'améliorer. Donc, dans tous les cas, on influence les idées des autres, puis on se laisse aussi influencer par les bonnes idées que les autres peuvent avoir. Le
Le court épisode d'aujourd'hui où je me parle un peu à moi-même, je voulais aborder le marché de la physio brièvement dans le contexte des deux prochains épisodes qui vont être diffusés par la suite où on va parler de l'impact du travail autonome sur le marché de la physio. C'est quoi être travailleur autonome versus être employé, si on veut? C'est quoi les bons côtés, les moins bons côtés? Pourquoi est-ce qu'on parle de ça? Maintenant, ben, il y a toute une réalité, encore une fois, du marché dans lequel on pratique, surtout dans la partie privée, mais tu sais, qu'on le veuille ou non, le 50% à peu près du marché de la physio ou des professionnels qui y pratiquent ou qui y travaillent, qui est dans le privé, a un impact significatif sur un paquet de trucs, mais évidemment, définitivement sur notre place dans le marché de la santé physique en général. Moi, je prends comme responsabilité, ou importante responsabilité, de driver positivement la physiothérapie pour les professionnels, pour la profession, puis pour la population. Je pense qu'on a un rôle, pas que le rôle est inexistant dans le système public, évidemment. Tout le monde est d'accord avec moi que dans le système public, il y a beaucoup plus de deuxième ligne que de première ligne. Le rôle majeur qu'on a dans le privé, c'est un rôle de première ligne. La majorité des professionnels qui pratiquent en physio, en privé, au Québec, le font en première ligne. Et c'est quoi la première ligne? C'est banal, on en parle souvent, mais on n'est pas trop conscient toujours de ce que ça veut dire vraiment. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a une proximité importante avec la population. Et cette proximité-là, elle est vraiment, vraiment, vraiment significativement importante pour qu'on puisse avoir un impact sur l'opinion de la population en ce qui concerne notre profession, puis la santé physique. Pourquoi est-ce qu'on parle de tout ça? C'est en fait que le marché en ce moment est en train de changer. Bon, c'est probablement quelque chose qui se fait depuis toujours. Si je parlais avec des professionnels ou des physios ou même des gens qui ont été en affaires là, dans les 30, on peut revenir probablement là, aux années 70 pour voir apparaître les premières cliniques de physio, entre guillemets, privées, là, qui ne sont pas nécessairement exploitées par des physiatres. Exploiter, je ne sais pas si le terme est bon, c'est exploiter, ça peut être vu négativement, là. Peut-être faudrait qu'on en reparle ça aussi dans un futur épisode. Alors, donc, évidemment, il y a dans l'histoire de la physio, les physiothérapeutes qui travaillaient sous les ordres, si on veut, là, des physiatres, jusqu'à ce que les premières cliniques de physio propriétaires qui décidaient de faire les choses par eux-mêmes ont commencé à émerger. Si je ne me trompe pas, là, c'est dans les années 70, peut-être à la fin des années 70. Donc, on parle probablement d'une cinquantaine d'années, là. Ce qui est assez court dans l'histoire d'une profession, mais ce qui peut paraître immense, je pense, là, dans la progression que la physio a pu avoir depuis ce temps-là. Et c'est pas parce que je veux élever la physio que je pense pas que la physio a évolué de façon très importante. Je pense que c'est juste parce que j'ai pas le goût qu'elle arrête d'évoluer que j'ai le goût d'en parler. Donc, ce qu'on voit, surtout dans les dernières années, c'est une forme de consolidation du marché en physio dans les entreprises qui exploitent des cliniques de physio. Encore une fois, je ne suis pas sûr que le mot exploiter est bon ou devrait être maintenu. Il ne faut pas voir ça négativement, en tout cas pas pour tout le monde. J'espère pas pour moi. Mais dans tous les cas, oui, ce qu'on voit, c'est on voit une espèce de ravin se créer entre les très grosses bannières et de moins en moins de petits joueurs, si on veut. Si on revient au Québec pendant les 30 dernières années, où il y a environ 30 ans, on a vu ce phénomène-là se produire aussi dans d'autres domaines, comme dans d'autres domaines privés, là, notamment là, privés publics, peut-être qui ressemblent aussi un petit peu aux nôtres, là, dans le domaine de la pharmacie. Dans les dernières années, euh, il y a eu des acquisitions importantes. Donc, on a vu au Québec là, majoritairement Jean Coutu, puis Pharmaprix, grandir, grandir, grandir de façon très importante. Et ces chaînes-là ont fini par être achetées ou fusionnées, peu importe comment est-ce que le mode d'acquisition s'est fait, avec des encore plus grosses compagnies qui ont des moyens encore plus grands de pouvoir maintenir pas un monopole, mais une forme d'oligopole, là, clairement. Donc, évidemment, on a eu des acquisitions où maintenant, par exemple, Sharpers appartient à Loblaws et Metro.
a fusionné ou acheté Jean Coutu, là, je ne sais pas de quelle façon est-ce que, ils ont fait leur fusion ou leur acquisition, mais dans tous les cas, c'est devenu de très grosses entreprises. On a vu un peu la même chose se produire en physio. Je pense que ça date de, là, je vais vérifier mes notes, ça date de 2022. Donc là, aujourd'hui, en ce moment, là, on est début 2024, donc on parle d'il y a un petit peu moins de 2 ans. euh, Loblaw à travers le groupe Shoppers. Donc, je pense qu'il faut essayer de voir un petit peu quelle est la vision des entreprises par les gestes qu'ils vont commettre ou qu'ils vont faire. Donc, Loblaws achète Shoppers Drug Mart, qui est Pharmaprix au Québec. Shoppers Drug Mart achète LifeMark. LifeMark, qui est la plus grosse chaîne ou le plus gros joueur de cliniques de physio au Canada. Euh, LifeMark, qui il y a quelques années avait fait l'acquisition de Physio Universel au Québec. Si je ne me trompe pas, c'était pré-pandémie. Donc, LifeMark avait le désir de grandir avant d'être acquis par Shoppers, donc Loblaw. Les anciens propriétaires de LifeMark avaient comme objectif de faire grandir l'entreprise pour probablement faire une vente par la suite. Donc, je pense qu'on a bien réussi. Et là, on parle en ce moment d'une transaction c'est souvent du venture capital, donc c'est des entreprises, des regroupements d'entreprises qui cherchent à acheter, optimiser les entreprises pour les revendre, pour faire un profit par la suite. Audax Private Equity. Et eux ont vendu LifeMark, qui inclut les cliniques universelles au Québec, à Shoppers, donc Loblaws, pour 845 millions de dollars. On parle de 300 quelques cliniques. Si on fait le calcul, évidemment, le groupe en général, je pense qu'une entreprise qui est bien gérée va finir par valoir plus qu'une seule succursale. Donc, évidemment, on parle de 300 succursales, plus de 300 succursales au Canada pour LifeMark. Si on divisait 845 millions par 300 cliniques. Si on voulait un chiffre approximatif de la valeur d'une clinique moyenne pour LifeMark, évidemment, ça inclut pas juste ça, hein, ça inclut le fait que c'est un gros groupe, c'est le plus gros groupe pan-canadien. Donc, évidemment, il y a un montant d'argent qui va dépasser ça, mais on parle, si on divise 845 par 300, on arrive à quelque chose comme 2 points par clinique, là, c'est 900 divisé par 300, donc c'est presque 3 millions par clinique, un petit peu en bas de ça, par succursale, si on veut. Mais évidemment, ça inclut les opérations, ça inclut le fait que LifeMark est établi partout au Canada, donc il y a une surprime importante, mais disons que ça fait partie du marché actuel de la physio, où les acquisitions vont se faire pour plusieurs raisons, pas juste pour la valeur de l'entreprise ou le profit potentiel généré. Euh, et puis, on va arriver tranquillement au travail autonome, là. Une des réalités qu'on vit, puis ça aussi, c'est sûr qu'on va en reparler dans le futur, c'est l'attrition en physio. L'attrition, c'est le départ ou la perte, en fait, de professionnels. Et il y a beaucoup de raisons qui peuvent être cachées derrière ça. Et encore une fois, on n'a pas beaucoup de chiffres, puis on n'a certainement pas de chiffres pour se comparer avec d'autres professionnels ou avec d'autres domaines. Dans tous les cas, l'attrition fait en sorte que la croissance due à la demande est difficile à combler. Donc, si la demande augmente, par exemple, si au Québec, au Canada, la demande, puis partout, en fait, pas mal là, en Occident, puis même pas juste en Occident, dans beaucoup de pays dans le monde, avec un vieillissement de la population, des pays qui ont des populations qui vivent avec un certain seuil de confort financier, si on veut. Les gens veulent vieillir en santé physique, et on voit que la demande pour la santé physique, elle est très élevée. Et la physio doit répondre à cette demande-là, mais si les gens quittent la profession pour toutes sortes de raisons, c'est difficile de répondre à cette demande-là de façon adéquate. Et les entreprises qui, elles, veulent répondre davantage à ce besoin-là, en lien avec leur mission d'entreprise, puis leur vision d'entreprise, puis leurs valeurs, trouve ça devient difficile de pouvoir offrir davantage, compte tenu que la physio dépend
Évidemment, à 100% des professionnels qui la pratiquent. Donc, on est dans des entreprises de services et ça nous prend, pour une entreprise de service, ça prend des humains qui offrent le service pour pouvoir offrir ce service-là. Sans ça, c'est pas possible. Donc, cette croissance-là est difficile dans un contexte où il manque de professionnels si on compare la demande versus l'offre. Et acquérir, donc faire l'acquisition de d'autres entreprises. Donc, par exemple, une chaîne de 10 succursales ou de 10 cliniques achète une autre de 3 ou de 5, bien, ça lui permet de pouvoir, à cette entreprise-là, arriver à mettre de l'avant sa vision et sa mission de façon plus importante. Donc, est-ce que ça change réellement le marché? Bon, évidemment, on parle d'une chaîne de 10 succursales, puis une chaîne de 5 succursales qui deviennent une chaîne de 15 succursales. Est-ce que l'offre est plus grande au total? Peut-être pas, mais est-ce qu'elle est plus grande pour l'entreprise qui a fait l'acquisition? Définitivement. Alors, plusieurs pourraient voir l'aspect monétaire et pécunier uniquement derrière tout ça, mais ça va bien au-delà de ça. Et si c'était juste de l'argent, beaucoup d'entreprises seraient plus en affaires. Les gens ne nous font pas confiance. Notre seul objectif, c'est de faire des sous. Évidemment, il faut avoir des objectifs nobles, comme l'avancement de la profession, le fait de servir la population d'une certaine façon. Donc, la façon dont on croit qu'il est le plus adéquat. Et ça va de la vision et de la mission de chacune de ces chaînes-là. C'est la même chose partout. Et les chaînes ou les regroupements de cliniques qui n'ont pas de mission ou pas de vision, euh, on a difficulté à se différencier des autres. LifeMark, qui est acheté par Shoppers dans une grosse entreprise, on peut voir ça de façon... ça aussi, on pourra en reparler. On peut voir ça de façon positive ou négative. Donc, il y a plusieurs bonnes choses qui peuvent en ressortir si un regroupement comme Shoppers, Loblaws voit du bon d'en faire l'acquisition de 300 quelques cliniques de physio. C'est sûrement pas pour rien faire avec, c'est certainement pour avoir un impact positif dans le marché de la physiothérapie. Évidemment, eux autres, là, ça va bien au-delà de la physio. Là. On rentre beaucoup d'autres services, mais ça reste que certainement que la physio est la pratique principale. Donc, on voit que les plus gros deviennent plus gros. On voit d'autres chaînes comme Physio Extra faire des acquisitions fréquemment. On voit des chaînes comme Kinatex grandir constamment. Alors, évidemment, dans un marché où il y a beaucoup de croissance des plus gros joueurs qui, eux, ont toujours de plus en plus de moyens et d'argent pour pouvoir faire des acquisitions, et des petites entreprises, des petites cliniques qui, eux, parfois, n'ont pas toujours suivi la parade en termes de modernisation. Et là, on a quelques physios, par exemple, dans une clinique qui veulent approcher la retraite. Puis il y a peut-être quelques employés, etc. Mais évidemment, ça donne beaucoup de valeur à cette entreprise-là, cette clinique-là, qui est petite. Le fait d'être capable du jour au lendemain d'intégrer un groupe et d'offrir des services avec des professionnels qui sont difficiles à embaucher autrement. Donc, l'acquisition devient une façon d'embaucher, si on veut, l'acquisition d'entreprise, de pouvoir grandir le workforce d'une chaîne, ce qui crée une pression à la hausse sur la valeur des cliniques. Donc, il y a des cliniques qui vont se vendre des prix quand même assez élevés, même si ces succursales-là, ces cliniques-là, finalement, dégageaient pas nécessairement de profit, simplement du fait qu'on ajoute du workforce, par exemple en physio, à une chaîne qui existe déjà. Alors, d'un côté, il y a une croissance importante de la grosseur des chaînes en physio. Et évidemment, parce que ces chaînes-là achètent des petits groupes ou des cliniques individuelles, on voit que le fossé entre les grandes chaînes et les petites cliniques devient de plus en plus grand, comme ce qui s'est fait dans la pharmacie. Alors, le pharmacien du coin, aujourd'hui, ça n'existe à peu près plus. Peut-être en région éloignée, mais certainement dans les grands centres, on voit du Jean Coutu, on voit du Pharmaprix majoritairement. C'est ce qui est en train de se produire en physio aussi. Et là, on parle même pas d'acquisition potentielle de groupes externes au Québec qui veulent venir rentrer. On le voit dans le dentaire, par exemple, des groupes américains qui viennent acheter des cliniques pour bâtir une forme de chaîne de façon la façon la plus légale qu'ils peuvent le faire. En physio, il y a peut-être un petit peu moins de contraintes de ce côté-là. Et ce que ça crée, ça, une des choses que ça crée,
c'est que le spectre le plus inférieur en termes de grosseur, ben c'est un travailleur autonome. Donc, c'est une personne qui pratique par soi-même. Il y a un paquet de raisons pourquoi les gens, puis tu vas pouvoir l'écouter dans les prochains épisodes où je parle avec des gens qui ont fait ce choix-là. Et puis, je les comprends. Je me suis parti en affaires au début, puis j'étais pas mal tout seul initialement à travailler beaucoup. Il y a plusieurs choses. Je pense que l'indépendance, l'autonomie puis la liberté, c'est quelque chose qui est recherché. Certainement que la technologie aujourd'hui permet cette possibilité-là de se faire connaître plus facilement. C'est moins nécessaire. Euh, euh, les médias traditionnels pour être connus, écoute, il fut un temps, moi, quand j'ai commencé, là, c'était les pages jaunes, puis de la pub à la radio, de la pub à la télé, puis des panneaux sur l'autoroute, un peu dans les journaux. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins dispendieux. Premièrement, pour commencer. Deuxièmement, pour s'éduquer aussi. Hein. Je me pars en affaires comme travailleur autonome. Alors, si j'ai besoin d'apprendre X ou Y truc, il y a des ressources partout. Hein. On est loin d'être obligé d'aller à la bibliothèque ou de trouver absolument des lectures associées à. Donc, on peut trouver un paquet d'informations sur Internet maintenant qui est une université gratuite, là, même YouTube. Évidemment, le contenu n'est pas toujours adéquat, mais je peux vous dire que le contenu à l'école non plus n'est pas toujours adéquat. Donc, il faut avoir du jugement, mais la technologie permet de pouvoir se donner confiance plus facilement à se partir en affaires en 2024. Évidemment, tout ça n'achète pas l'expérience, mais ceci étant dit, la facilité puis le désir de le faire, puis cette espèce euh, de séparation, donc de grosseur des chaînes les plus grandes, puis de la disparition finalement, là, tranquillement, des cliniques individuelles, des petites chaînes, c'est quelque chose qui doit participer aussi là, à la création de cette réalité-là où on voit de plus en plus de travailleurs autonomes dans le marché. Il y a aussi une réalité où on est dans un marché équilibré. Ça veut dire quoi un marché équilibré? Ça veut dire qu'en ce moment, il n'y a personne qui peut réinventer la roue en physio. La façon dont les choses se font, c'est très difficile d'inventer quoi que ce soit. Hein, on peut avancer, on peut moderniser ce qu'on fait, mais il y a pas personne qui va ouvrir une clinique de physio puis qui va révolutionner le marché, à moins de faire les choses très, très, très différemment. Et là, on pourrait plus appeler une clinique de physio à ce moment-là. Donc, c'est plus dur de se démarquer dans un marché en équilibre. Il n'y a pas de monopole en physio en ce moment, compte tenu, si on compare par exemple à la technologie avec Google, Google ont participé, quand ils ont grandi dans le marché de la technologie, ont pendant un certain temps eu complètement le monopole. Et encore même aujourd'hui, là, on ne peut pas parler d'un monopole, mais quand on parle de 70% des recherches en ligne dans un marché aussi massif, on parle presque d'un monopole. Pourquoi? Mais parce que c'était une technologie qui existait à peu près pas avant. Donc, quand on parle un marché équilibré, on parle d'un endroit où il n'y a pas de nouveauté majeure qui pourrait venir changer complètement le marché, en tout cas pas dans ce qu'on voit en ce moment. Donc, c'est plus dur de se démarquer. Pourquoi quelqu'un irait dans une clinique versus une autre? Pourquoi quelqu'un irait voir un travailleur autonome plus qu'un autre? Ben là, on vient à des choses de base en affaires, donc la relation humaine, la personnalité, le brand, l'image, etc. Et un peu de marketing, évidemment. Est-ce que cette consolidation-là, puis cette espèce d'équilibre dans le marché est présente à cause de la difficulté à se démarquer ou à cause du manque de désir de se démarquer? C'est dur à dire. C'est difficile de savoir là, qu'est-ce qui se passe exactement dans l'opération d'autres entreprises. Je pense que chacun a peut-être sa petite idée par rapport à ça. Mais évidemment, l'attrition puis le manque de main-d'œuvre fait en sorte que c'est un peu plus difficile de vouloir se démarquer. Et une des problématiques qu'on a avec ça, c'est que c'est terrible. On n'a pas de chiffres. Alors, on doit finir par savoir si on fait mieux ou pire que les autres pour pouvoir agir. Donc, on ne peut pas agir sur quelque chose qu'on ne contrôle pas. Donc, la réalité du marché en physio, si on l'effleure tout doucement, le marché grossit, les chaînes grossissent, les joueurs du milieu disparaissent progressivement. C'est un peu comme, dans le fond, l'impact sur la classe moyenne de ce qu'on voit économiquement, là, finalement, dans le monde occidental. Le milieu trouve ça difficile de continuer à exister pour toutes sortes de raisons. C'est ce qu'on voit en physio. Alors, on va probablement avoir il va sûrement continuer à se produire la même chose, de plus en plus de grosses chaînes qui deviennent de plus en plus grosses avec de plus en plus de succursales.
Et donc, à l'opposé complètement, presque plus de cliniques individuelles ou de petites chaînes, on va avoir les travailleurs autonomes qui vont offrir un service différent. Et il reste à voir comment est-ce que cette réalité-là va pouvoir finalement exister ou de quelle façon est-ce que ça va se faire. J'ai pas de boule de cristal. Je peux pas savoir où est-ce que ça va nous mener nécessairement. On pourrait peut-être discuter de ça dans un futur rapproché, dans un épisode, à voir où est-ce que ce marché-là va nous mener, où est-ce que ce marché-là va mener la physio. Parce qu'il y a une réalité, je pense, puis je peux venir là-dessus, il y a une réalité qu'il faut prendre en considération, c'est que beaucoup de travailleurs autonomes, le, bon, toujours plein de raisons derrière ce choix-là, mais il y a une réalité où les travailleurs autonomes, souvent, vont finir par voir moins de patients dans une semaine, que ça soit bon ou mauvais pour la qualité du service. Une des réalités qu'on doit prendre en considération avec ça, faut le mettre dans le panier parce que c'est vrai, c'est que si chaque physio voit 20-25% moins de patients par semaine ou par année, on est moins présent, et qu'il y a en plus, il y a de l'attrition, on est moins présent pour la population. Donc, c'est quelque chose qui doit être analysé pour connaître l'impact, parce que si c'est pas la physio qui aide la population, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Et donc, à quel point est-ce que cette coupure-là entre les chaînes ou cette espèce de fossé-là entre les grandes chaînes et les travailleurs autonomes se crée, à quel point est-ce que ça a un impact sur combien d'humains on est capable d'aider par année, parce que ça reste la raison pour laquelle on existe. Donc, elles sont tous j'ai pas nécessairement d'opinion ou d'explication, ou je vois pas nécessairement ça de façon positive ou négative. Ceci étant dit, faut quand même prendre en considération que c'est une réalité. Puis si jamais tu as une idée ou tu vois ça d'une façon ou d'une autre, moi j'aime beaucoup regarder les deux côtés. Parfois quand je parle, je dis quelque chose de très tranchant, mais c'est surtout pour attirer l'attention parce que c'est important. Si je veux être écouté, que j'attire un peu l'attention, sinon je parle tout seul. Comme je fais depuis tantôt, je trouve que vraiment, je suis quand même pas si pire, là. Je dois être rendu à ouais, c'est une trentaine de minutes. Alors, fini de parler tout seul, je vais parler du marché puis de cette séparation-là un petit peu avec des invités dans les prochains épisodes entre les grandes chaînes puis le travail autonome. Pourquoi? C'est quoi les impacts? C'est quoi le positif? C'est quoi le négatif? Alors, si tu trouves ça intéressant de vouloir parler de ce genre de trucs-là, écoute-moi, écoute les épisodes, donne-moi des nouvelles, donne-moi ton opinion. Si ça te tente qu'on parle ensemble d'un sujet particulier, écris-moi. Je ne peux pas rencontrer puis parler à tout le monde. J'ai quand même déjà un peu de demandes, mais je trouve ça intéressant de pouvoir évaluer si on a quelque chose de nouveau à amener comme discussion. Et je trouve ça, encore une fois, là, au risque de me répéter, plus le fun de parler avec les autres que de me parler à moi-même tout seul. Frankie Physio sur Instagram, sur Facebook. Je suis pas trop actif sur TikTok encore. Là, j'ai un compte, mais je suis pas beaucoup là. Tu peux m'écrire sur LinkedIn, tu peux m'écrire sur mon courriel. Tu peux aller à mouvementphysio.com pour mon adresse courriel. Tu peux aller aussi sur mon site françoisgrégoire.com où je publie des trucs qui sont un peu plus personnels à moi-même. Dans tous les cas, viens m'écrire, viens me parler, donne-moi ton opinion. Ça me stimule beaucoup là, de pouvoir discuter ce genre de trucs-là avec les gens. Euh, Écoute les épisodes, puis on se reparle plus tard. À bientôt. Merci d'avoir écouté Élever la physio avec moi-même, François Grégoire. Pour me rejoindre, j'aime toujours ça savoir comment est-ce que tu trouves mon contenu, est-ce que tu as des idées de sujets, de quoi est-ce que tu voudrais qu'on discute. Frankie Physio sur Instagram, sur Facebook ou à mon courriel françois@mouvementphysio.com. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À la prochaine.